Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le mardi 7 décembre. Voici les titres. La centrale de géothermie de Vélizy-Villacoublay est en service. Elle a été inaugurée ce mardi matin par les différents acteurs du projet. Désormais, l'équivalent de 12 000 foyers de la ville vont pouvoir bénéficier de ce procédé pour se chauffer et avoir de l'eau chaude. Du cyclisme pour améliorer la santé physique et psychique des résidents d'EHPAD. La Fédération française de cyclisme a lancé ce dispositif en partenariat avec le conseil départemental. 12 structures yvelinoises en bénéficient, notamment à la résidence des Sauts-Lagues-en-Cour. Et puis la ville de Plaisir incite ses habitants à planter des arbres. L'objectif, créer des micro-forêts urbaines pour lutter contre le réchauffement climatique. Samedi, le coup d'envoi de l'opération a été donné avec la plantation de 1650 arbres. Rendez-vous aussi tout à l'heure et on reviendra également sur ces dernières annonces du gouvernement liées à la crise sanitaire, notamment celle du renforcement du protocole sanitaire à l'école primaire. On en parle tout à l'heure avec l'association de parents d'élèves de la PEP Montigny-le-Bretonneux. Après plusieurs mois de travaux, la centrale de géothermie de Vélizy-Villacoublay a été mise en service. 12 000 logements de la commune vont pouvoir désormais se chauffer grâce à la température des sous-sols. Explication avec Mélanie Poquet. À près de 2 km sous terre, ce forage récupère de l'eau dans un réservoir, un lit naturel. Captée à 65 degrés, elle va ensuite permettre de chauffer l'eau du chauffage urbain de la ville de Vélizy-Villacoublay sur le principe de la géothermie. On va chercher cette chaleur de la terre qu'on sort et qui permet de chauffer les réseaux. Et ensuite, on réinjecte. On a toujours deux puits, un puits de soutirage et un puits de réinjection. On réinjecte donc l'eau froide qui a perdu ses calories, puisqu'on la sort à 65 degrés et on la réinjecte à peu près à 20 degrés. Après 2 ans de travaux, la centrale est aujourd'hui mise en service. 12 000 logements en chauffage collectif et entreprises de Vélizy-Villacoublay en sont aujourd'hui bénéficiaires. Dès aujourd'hui, les Vélysiens vont gagner plusieurs centaines d'euros sur leur facture de chauffage, puisqu'on passe au niveau du mégawatt de 125 euros le mégawatt hier à 93 euros aujourd'hui. Donc là, et c'est pas fini. Donc finalement, on a amélioré le cadre de vie, on améliore la protection de notre planète et en même temps, on améliore aussi le quotidien et la fin de mois de tous les Vélysiens. Détenue à 80% par Engie et 20% par la ville, la centrale a bénéficié d'un soutien financier de la région Île-de-France et de l'ADEME à hauteur de 9 millions. Coût total du projet, 25 millions d'euros. À l'actualité, c'est également les dernières annonces du gouvernement de ce lundi. Le Premier ministre Jean Castex et Olivier Véran, ministre de la Santé, ont annoncé de nouvelles mesures pour contrer la 5e vague de Covid-19. Dose de rappel pour les plus de 65 ans sans rendez-vous, limitation des interactions sociales, 2 à 3 jours de télétravail dans les entreprises. Et vous le voyez aussi, les discothèques sont concernées par ces nouvelles annonces. Elles seront fermées à partir de vendredi prochain et ce pour une durée de 4 semaines. Le Premier ministre a promis que le secteur serait indemnisé dans les Yvelines. Le Pacha Club, notamment à Louvciennes, est concerné. Sollicité par notre rédaction, son directeur n'a pas encore réagi. Autre mesure qui concerne les enfants, la vaccination sera ouverte aux 5-11 ans sur la base du volontariat, si possible, d'ici la fin de l'année. Pour les enfants à risque, la campagne pourra débuter dès le 15 décembre. Enfin, à l'école, le protocole sanitaire est rehaussé au niveau 3 dans les écoles primaires. En clair, port du masque obligatoire dans les cours d'école, limitation des sports de contact et nouvelle organisation sur le temps de cantine en lien avec les élus locaux. Manuela Afonso-Cancel est avec nous par visioconférence. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la PEP Montigny-le-Bretonneux, l'association de parents d'élèves. Comment accueillez-vous de manière générale ces annonces? On va rentrer dans le détail dans un instant, mais comment les parents ont-ils accueilli ces annonces, ces nouvelles annonces du gouvernement? Alors l'accueil a été assez mitigé. Il y a des personnes qui sont très contentes du fait que l'isolement des classes, la nouvelle méthode d'isolement permet de limiter les fermetures de classes. Donc c'est vrai que ça libère du temps pour les parents qui se retrouvaient souvent en difficulté vis-à-vis de leur employeur à devoir jongler avec leurs possibilités de congé. Là, le fait de passer à un cas positif, enfant testé et du coup retour en classe possible dès présentation d'un test homologué, enfin validé par les consignes de l'éducation nationale possible, c'est vrai que ça soulage beaucoup les familles. Cependant, le retour du masque ne fait pas l'unanimité, surtout dans les cours d'école. En interne, à l'intérieur des établissements, les enfants étaient toujours maintenus avec le masque, donc tout allait bien.
Mais c'est vrai que beaucoup regrettent, enfants comme parents, le retour du masque dans les cours de récréation. Justement, oui, du côté des enfants, à qui l'on dit un coup enlevez votre masque, on leur dit maintenant à nouveau de le remettre dans les cours de récréation. On imagine que c'est difficile aussi de faire passer ces messages auprès des enfants. Alors, pas si difficile que ça. Les enfants sont de bonne patte. Ils comprennent quand même qu'on est dans une situation sanitaire particulière. Ça fait quand même maintenant 1 an et demi qu'on leur rabâche les oreilles avec ça. Donc, ils s'adaptent. Mais par contre, la déception, elle est là. Elle est sentie, elle est exprimée. Bon, après, les consignes sont les consignes. Ils sont bien éduqués. On parle aussi d'une nouvelle organisation pour le temps de cantine en lien justement avec les élus locaux. Est-ce qu'une nouvelle organisation a d'ores et déjà été décidée au niveau de Montigny-le-Bretonneux ? Alors au niveau de Montigny, l'organisation, elle se passe donc auprès de nos élus locaux. Il y a eu une présentation qui a été faite, surtout liée aux centres de loisirs, qui sont un peu plus problématiques. En règle générale, là, je peux vous parler sur tout le territoire des Yvelines. On déplore un manque d'harmonisation des protocoles entre les services périscolaires et scolaires. Les consignes divergent, ce qui entraîne un brassage sur un temps où il ne devrait pas y en avoir. Par exemple, la mairie des Essarts-le-Roi, ce matin, a publié une vidéo sur Facebook où il demande ouvertement une harmonisation de ces protocoles. Après, sur Montigny, à proprement parler, les choses sont très bien gérées, mis à part le fait que les personnels d'animation périscolaire sont à flux tendu. En soi, les choses se passent relativement bien. Alors l'avancement des vacances scolaires de Noël de 2 semaines était aussi envisagé, mais finalement non retenu pour le moment, puisque le Premier ministre Jean Castex a affirmé que c'était une solution potentielle. Y a-t-il une crainte de ce point de vue, de voir une fermeture anticipée des écoles ? Et qui dit fermeture anticipée dit forcément nouvelle organisation pour les parents. Tout à fait. La crainte, elle est surtout liée au fait que les parents doivent s'organiser dans l'urgence avec leurs employeurs, avec leurs obligations, leurs impondérables, qu'il faille prendre des mesures pour la santé publique, ça regarde le gouvernement. Maintenant, d'un point de vue des familles, aujourd'hui, on fait beaucoup d'efforts, mais clairement, changer à si près de l'échéance, c'est pas acceptable. Une dernière question, Manuela Afonso-Cancel, et c'est plus à la maman que je pose la question, au moins à la présidente de cette association de parents d'élèves, sur la vaccination, l'ouverture qui sera possible très prochainement pour la vaccination des 5-11 ans. Est-ce que c'est une bonne, mauvaise solution selon vous ? On rappelle juste que les moins de 10 ans représentent en ce moment la classe d'âge dont les contaminations au coronavirus progressent le plus vite. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise solution selon vous ? Alors, je tiens encore une fois à faire le distinguo entre la maman et la représentante des parents, parce qu'aux yeux de la Fédération de parents d'élèves, on n'est pas une autorité de santé, on n'a pas à se prononcer, on n'a aucune légitimité pour se prononcer sur ce sujet, d'autant plus que ça reste aux parents de décider en son âme et conscience de ce qu'il veut proposer à son enfant. Maintenant, la maman que je suis aujourd'hui émet des doutes. Les adultes sont propres à prendre leurs propres décisions en leur âme et conscience. Les enfants, ils écoutent les consignes qu'on leur donne. Je vous avoue que je suis assez mitigée sur le sujet. Je ne sais pas trop comment me positionner et je pense que c'est le cas de beaucoup de familles dans les Yvelines. Merci Manuela Afonso-Cancel d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je rappelle, présidente de la PEP Montigny-le-Bretonneux. On parle des lycées à présent avec tout autre chose. La semaine dernière, le lycée Jean Rostand de Mantes-la-Jolie a connu plusieurs scènes de violence entre incendies volontaires et tirs de mortier. 2 jeunes de l'établissement ont été interpellés ce week-end. Le point sur cette affaire avec Bichente Merien-Santisteban. Voici des vidéos prises mardi 30 novembre dernier au lycée Jean Rostand de Mantes-la-Ville. Non, monsieur Bouger, wesh. Ces scènes choquantes de tirs de mortier se sont produites lors d'un début de semaine très agité au lycée. Le lundi, un conteneur avait été incendié. Le lendemain, un véhicule utilisé pour un atelier de mécanique avait pris feu. Pour des raisons de sécurité, les enseignants ont alors décidé de suspendre les cours. Pendant l'évacuation organisée donc le mardi en début d'après-midi, les lycéens ont été ciblés par des tirs de mortier d'artifice dans les couloirs de l'établissement, ce qui a créé un vent de panique. On a donc formalisé ça, on a argumenté pour nos autorités académiques pourquoi on posait un droit de retrait, et ce qui nous a valu donc un rendez-vous avec ces mêmes autorités académiques. Il y a eu un sentiment d'insécurité qui s'est un peu développé et les profs ont décidé de poser leur droit de retrait.
Décidé en urgence, tout d'abord, une remise à niveau des extincteurs incendie, un demi-poste d'AED, l'équivalent d'un surveillant supplémentaire, et enfin, une journée banalisée pour discuter et entrevoir ce qui pourrait être mis en place. Pour l'avenir, les enseignants espèrent des mesures un peu plus approfondies. On aimerait bien en effet récupérer ce poste de CPE et qu'on nous requalifie notre statut ZEP en fait, qui a été supprimé il y a quelques années et qui donnait des moyens supplémentaires à l'établissement, qui faisait une équipe soudée, pérenne. Là, cette année, pour donner un exemple, c'est presque plus d'un tiers des personnels qui sont nouveaux en fait, parce que plus de statut ZEP, donc plus d'intérêt à rester à long terme dans un établissement comme le nôtre. Les cours ont repris vendredi dernier avec un dispositif spécial mis en place par la direction, notamment le renfort de forces de police en cas de blocus. Quant au tir de mortier, 2 lycéens âgés de 15 et 16 ans ont été interpellés et présentés à un juge pour enfants à Versailles. Ce dernier n'a pas encore rendu son verdict, les 2 jeunes n'ayant jamais été condamnés avant cela. Les magistrats suivent les réquisitions du parquet antiterroriste. Mohamed Lamine Aberouz est bien renvoyé devant les assises. Il comparaîtra comme complice présumé dans l'attentat de Magnanville. Le 13 juin 2016, un couple de policiers, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, étaient assassinés au couteau à leur domicile en présence de leur enfant de 3 ans. Le terroriste abattu par les forces de l'ordre se réclamait de l'État islamique. Mohamed Lamine Aberouz est soupçonné d'avoir été présent au moment des faits. Son ADN retrouvé sur les lieux du crime. Lui clame son innocence. L'homme de 28 ans a déjà été condamné en juin dernier dans une autre affaire, celle de la tentative d'attentat aux bonbonnes de gaz à Paris en 2016. Il a écopé de 5 ans d'emprisonnement pour non-dénonciation de crimes terroristes. Des effets bénéfiques sur la santé physique mais aussi psychique, la Fédération française de cyclisme a lancé le programme Cyclisme Santé à destination des personnes en perte d'autonomie. C'est en partenariat avec le Conseil départemental des Yvelines. 12 structures du département en bénéficient, comme à la maison de retraite Les Sauts-la-Guyancourt. Mélanie Poquet avec la voix de Nicolas Dandry. Vous avez un bon rythme par rapport à d'habitude. Essayez de faire 20 minutes aussi. Il ne recherche pas la performance, bien sûr. Pour ces 4 résidents de la maison de retraite Les Saules, c'est le dernier atelier vélo après 3 mois d'exercice. C'est le vélo, quoi, hein. Ça me plaît tout le temps. Il tourne sans arrêt, hein. C'est sensationnel. Je me suis dit, il faut à tout prix faire du sport, alors voilà, je suis là. Et je suis devenu sportif. Ne pas me laisser aller. Donc, qui est un booster intérieur qui se développe. Et c'est vrai que quand on veut faire quelque chose de bien, on force un petit peu les choses, quoi. 10 résidents de cet établissement ont pu bénéficier du programme Cyclisme Santé de la Fédération française de cyclisme, 2 séances par semaine. On a vu une évolution au niveau du souffle et au niveau du rythme de pédalage. À savoir qu'en début de cycle, il y avait une intensité qui était vraiment modérée. Les résidents parcouraient entre 2 et 4 km sur la séance. Et puis du coup, donc aujourd'hui c'était la dernière séance. Le vélo c'est une activité où on est porté, c'est non traumatisant pour les articulations, donc pour les résidents c'est très sympa à pratiquer. Voilà, il n'y a aucune charge, aucune résistance imposée. Les ateliers vélo sont soutenus par le département des Yvelines, une première en France. Les ateliers durent entre 3 et 6 mois. C'est good. 5 km 35. C'est excellent. C'est un pari, mais c'est un pari à la fois osé, mais d'autant plus utile dans ces périodes où on pourrait avoir tendance à se replier sur soi. Donc l'objectif, c'est vraiment d'amener la salle de sport en EHPAD avec toutes les conditions de sécurité techniques et médicales, bien entendu. 12 structures et 120 personnes âgées sont actuellement concernées. L'établissement guyancourtois envisage déjà de reproposer cette activité. Une rencontre à présent dans ce journal. Isabelle et Stéphane sont en couple depuis 10 ans, atteints de la maladie de Charcot-Marie. Stéphane vit en fauteuil roulant. Comment se déroule leur vie de couple? Quelles difficultés ont-ils rencontrées? L'amour face au handicap, c'est un reportage de Mathilde Franco avec la voix de Célia Gatsongo. Depuis son enfance, Stéphane est atteint de la maladie de Charcot-Marie. Complètement autonome, il vivait seul dans son appartement à Maurepas avant de faire la rencontre d'Isabelle. Ils se sont trouvés il y a 10 ans via Facebook grâce à la page Handisport. Je regardais les gens qui aimaient et j'ai vu son nom, j'ai cliqué dessus. On a commencé à parler, on a sympathisé, elle est venue un week-end. Puis ensuite 2 week-ends, 3 week-ends. Le père et le grand frère d'Isabelle étant tous les deux des personnes en fauteuil roulant, l'handicap ne lui a jamais fait peur. Comme j'ai plusieurs personnes handicapées dans la famille,
Le handicap me freinait. Quand j'ai montré une photo de Stéphane à mon papa, il a dit « Oh, il est en fauteuil, ben, il est comme moi. » Donc il l'a tout de suite accepté. Malgré l'handicap de Stéphane, la répartition des tâches ménagères est bien établie. Chacun sait ce qu'il doit faire. En général, c'est elle qui cuisine. Ouais. C'est moi qui fais la vaisselle, parce que bon, j'aime ça. Je fais souvent le ménage, parce que j'aime ça aussi, puis ça m'occupe. Puis ça fait du physique aussi, ça fait un peu de sport. Puis ça tombe bien, j'aime pas faire ça. Ce que je peux pas faire, elle le fait, et puis... Mais en général, je me débrouille assez bien. Isabelle est remplaçante à la mairie de Maurepas pour aider les personnes âgées. Stéphane, lui, vit de son allocation handicapé. Les deux avouent avoir déjà pensé au mariage et à fonder une famille. Mais financièrement, ce serait trop compliqué. Ça, c'est difficile parce que j'ai que l'âge, l'allocation handicapée. J'ai une maladie héréditaire. Qui risque de se transmettre. Donc si on a un enfant qui a ma maladie, ça veut dire des soins derrière. Je ne sais pas hospitalisation, mais au moins en centre. Tout ça, c'est des frais. Elle est pas, pour l'instant, elle n'est pas appelée par la mairie, donc pour l'instant, ce sera assez chaud d'avoir un enfant. En tout cas, les deux sont unanimes. Amour et handicap sont compatibles. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas le droit à l'amour, ni rien du tout. Quand deux êtres s'aiment, il n'y a rien, il n'y a pas d'interdit, il n'y a rien. Donc voilà. Faut pas faire en fonction de ce que les gens pensent. Elle est handicapée, donc vas-y, trouve quelqu'un d'autre. Ou il est handicapé, t'as rien à foutre avec. Tout ça, c'est des conneries. Ou bien t'es handicapé, t'as pas droit à ça, quoi. Voilà. Planter un arbre pour chaque naissance, c'est la démarche lancée par la ville de Plaisir. Samedi dernier, 250 habitants ont participé au lancement de cette opération. L'objectif, lutter contre le réchauffement climatique en multipliant les micro-forêts dans la commune. Au total, plus de 1650 arbres ont été plantés. Céline Charles et Patrick Jacques de Dixmude. Inutile d'avoir la main verte, ce samedi à Plaisir, tout le monde était le bienvenu pour planter un arbre dans le cadre de l'opération Une naissance, un arbre. Nous nous étions engagés à ce que nous plantions un arbre par enfant né à Plaisir. Et donc voilà, on est dans cette démarche-là, qui est une démarche bien sûr tournée vers les enfants, mais vers la nature. Et on a ouvert ça à l'ensemble des Plaisirois. C'est mon petit dernier qui a insisté pour venir, voilà. Après, on est très forêt, très balade en forêt, puis je pense qu'il a été bien sensibilisé à l'école. On est venu ici ce matin pour planter des arbres pour la nature et sensibiliser les enfants justement à l'écologie, développement durable et respecter leur planète. Une opération qui vise à créer des îlots de fraîcheur favorisant l'augmentation de la biodiversité. Avec 54% d'espaces verts, la ville de Plaisir compte sur ce dispositif pour boiser ses coins de nature en créant des micro-forêts. On est en train de recréer un petit écosystème de forêt naturelle de la région des Yvelines. Donc on a été répertorier des essences, des arbres et arbustes qui vivent dans les forêts naturelles de notre région, principalement en forêt de Sainte-Apolline et dans la boucle de Seine également. De quoi ravir les enfants déjà bien sensibilisés à l'environnement. On creuse, on prend un trou, on met un arbre dedans, on met des graines dedans. Il n'est pas encore planté. Et après, on met de l'eau et après, ça pousse au fur et à mesure du temps. Quand on plante un arbre, on dit toujours qu'on s'en souvient toute sa vie. Voilà, c'est vraiment en fait un acte tourné vers d'espérance. En fait, planter un arbre, c'est un acte d'espérance tourné vers l'avenir. À la fin de la plantation, chaque enfant a reçu un diplôme de participation. D'autres zones seront déterminées au sein de la ville pour de futures plantations. Plus de 10 000 arbres devraient être plantés à Plaisir dans les années à venir. Un mot de sport avec 7 essais, le plus beau de l'année chez les féminines selon la World Rugby. La Fédération internationale a remis le prix ce lundi à Émilie Boulard, originaire de la Selle-les-Bordes. L'arrière l'a inscrit avec le 15 de France féminin lors de la victoire 53-0 face au Pays de Galles. C'était le 3 avril dernier à Vannes. Vous l'avez vu, une accélération qui était à l'origine de l'action côté gauche, un habile travail collectif avant d'aplatir le ballon sous la pression galloise. Émilie Boulard compte 6 sélections avec les Bleus, 3 essais marqués. Bravo à elle. On se quitte sur ces images. À quelques jours des fêtes de fin d'année, la féerie de Noël s'est emparée d'Élancourt. Ce week-end, la ville a lancé son programme de danse, d'animation, nouvelles illuminations, concerts, marché de Noël du 17 au 19 décembre. Dimanche, après un concert des pompiers, un spectacle mêlant jeux d'eau, son et lumière a été proposé aux habitants devant l'hôtel de ville. Le spectacle a duré 30 minutes, de quoi ravir petits et grands. Environ 500 personnes étaient présentes. De nouvelles animations vont se dérouler dans les 15 prochains jours. Écoutez ces propos recueillis par Mickaël Elmidoro. Pendant 15 jours, une série d'animations, donc un peu partout, pour bien montrer qu'on honore ce moment très important dans la culture française
qu'est Noël. Qu'est-ce que vous pensez des animations de Noël ? On les trouve superbes cette année, vraiment super belles, agréables, même s'il ne fait pas très chaud, mais ça réchauffe dans les cœurs. C'est bien qu'ils prennent le temps pour Noël, pour faire plaisir. On reviendra aussi la semaine prochaine pour les suivantes, voilà. Mais pour l'instant ça va très bien. Et pour connaître la suite de ce programme dense des festivités de Noël à Élancourt, rendez-vous sur le site dédié de la ville d'Élancourt. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, vous retrouverez Célia Gatsongo à la présentation du 7-8 Culture et vous y découvrirez notamment les prochaines dates à l'affiche du théâtre de Sartrouville. Belle soirée avec TV78.